Où est Fanchon, où est Grégoire? Ma voix se casse en les nommant. Notre jeunesse est de l'histoire, on ne remonte pas le temps. Aujourd'hui, je quête la trace de ce qui fut verte saison, clairs jeunes gens de notre race gardaient les lys et nos chansons. Petit poème de Michel Saint-Junien. Louis XV disait « Ne disons point que nous voulons la paix, mais désirons-la, comme le plus grand bien pourvu qu'elle puisse durer longtemps. Attendons ce qu'on nous dira. Ne négocions rien sur cela, présentement avec nos alliés. Si l'on nous prise aujourd'hui, c'est que l'on nous craint. Ne faisons mine que de vouloir faire la plus vigoureuse guerre. Il n'y a jamais que cela qui puisse amener la paix, que je désire autant et plus que tout autre. » On nous parle de Napoléon, mais avons-nous perdu tant que cela la mémoire pour oublier les grandes victoires de nos rois, et ce grand roi à cheval que fut Louis XV, nommé le bien-aimé? Parlons du soleil de Fontenoy, de l'humilité et la grandeur d'âme du prince vainqueur, laissant attribuer le mérite de la réussite au maréchal de Saxe, alors qu'il avait lui-même dirigé la stratégie victorieuse. Napoléon, qui méprisait les Bourbons, ne s'y trompa pas quand il écrivait « Il faut reconnaître à chacun ce qui lui est dû. La victoire de Fontenoy est due à Louis XV qui est resté sur le champ de bataille. S'il eût repassé l'Escaut, comme le maréchal de Saxe le voulait, la bataille était perdue. Les boulets arrivaient jusqu'au pont de Calonne. Si le roi est resté, il en a tout le mérite. On ne comprend pas trop bien les dispositions du maréchal de Saxe. » Louis XV avait de bonnes connaissances diplomatiques. Il disait à son ministre de la guerre en 1745 « Vous n'entendez rien à la guerre. Une défensive est ruineuse parce que l'on mange son propre pays, tandis que par l'offensive, on mange le pays ennemi. Aujourd'hui, nous ne pouvons attaquer la reine de Hongrie que par les Pays-Bas. Cela effraiera les puissances maritimes. » La couronne d'Angleterre était aux mains de la maison allemande du Hanovre, qui paya en livres sterling une coalition formée de contingents européens. Benoît XIV, le pape, décida d'accorder à la France un jubilé en récompense de l'estime qu'accordait le peuple français à son roi dans l'Europe des Lumières. Le départ pour les Flandres vint le 6 mai. À son habitude, Louis XV ne veut pas de faste ni d'émotion dans les départs. Il est accompagné de son fils, le dauphin âgé de 16 ans, afin de lui montrer les horreurs de la guerre. Il fait simple pour éviter les dépenses inutiles. Il n'y aura pas d'escorte flamboyante, ni police sur le chemin. Couché la veille, on le trouve en prière à 3 heures du matin. Écoutons l'hymne. La reine a attendu le dauphin. Lorsqu'il est passé pour aller chez le roi, elle l'a embrassé 20 fois, fondant en larmes. Il est 7h15. Le roi et le dauphin partent, et 4 aurores plus tard, ils entendent les tambours de la maison du roi saluer ce qui va être le soleil de Fontenoy. La présence du roi, selon le maréchal de Saxe, valait sur le champ de bataille au moins 50 000 hommes, tant par sa présence auprès des troupes que l'impression sur les ennemis. Louis XV, alors que son fils n'a accepté que le grade d'officier subalterne, s'adressa aux officiers pour leur dire qu'en cette occasion, ce serait la première fois depuis Saint-Louis qu'un roi de France vaincrait les Anglais, et aussi la première fois depuis Jean le Bon à Poitiers qu'un roi aurait son fils à ses côtés. L'armée française était composée de la brigade irlandaise, placée soigneusement en réserve et commandée par Dillon, et dont les familles étaient persécutées par les Anglais. Traitement bien plus atroce que nos protestants depuis l'édit de Nantes. Le souvenir des officiers catholiques crucifiés tripalaires hantait les Irlandais. Le code pénal en Irlande était le code du sang, oublié de nos philosophes anglophiles. Cette bataille, comme celle victorieuse plus tard de Lowfield, enseignèrent à l'Europe ce qu'était un prince chrétien dans la charité. On est loin ici des guerres libérales sans pitié qui viendront comme aux Amériques. N'oublions pas que seul un roi de France pouvait s'offrir le luxe d'avoir à la tête de ses armées un maréchal protestant. Où se trouvait la tolérance? Le matin de la bataille, à 4 heures, le roi est le premier debout. Il fait réveiller le maréchal de Saxe et va se positionner à 5 heures avec son fils, près du pont de Calonne, à Notre-Dame-des-Bois. Déjà en première ligne, les gardes françaises, dont le colonel de Gramont vient de mourir, plient sous la pression des Anglo-Hollandais. Le roi assiste attristé au déshonneur du régiment parisien sous l'œil de son fils, sentant la victoire échapper au maréchal de Saxe. Les boulets tombaient près de lui, menaçant de détruire le pont de l'Escaut que le maréchal de Saxe, craignant qu'il ne soit touché, souhaitait le voir repasser. Louis XV refuse. Il restera malgré le danger, s'écriant au messager du maréchal de Saxe « Je resterai où je suis ». Les Suisses tiennent bon. Jamais ils ne reculent, malgré 30 officiers et 500 soldats affreusement mutilés au sol.
Parmi les morts, un jeune cadet dont le père de Courtène prit le jabot déchiqueté en s'écriant « C'était à mon fils, ce sera désormais la cravate du drapeau ». Toujours sous un feu apocalyptique, les Suisses s'accoudent à une redoute qu'ils tiendront durant 6 heures. 4 officiers sur 7 tombent pendant qu'un petit tambour, les 2 jambes broyées par un boulet, continue de battre la charge. Un flottement dans le commandement français fait craindre le pire. Le maréchal de Saxe, atteint de la goutte, demeurait étrangement absent et introuvable, alors que les 14 000 habits rouges avançaient imperturbablement. Une nouvelle demandait d'abandonner Antoin, pendant que la brigade irlandaise bouillait d'impatience. L'heure des décisions qui changent l'histoire était arrivée, alors que pour l'entourage du roi, il ne s'agissait plus que de sauver celui-ci. Louis XV prend la situation en main. Les officiers d'état-major qui habituellement restent en retrait, costumes étincelants aux jabots et dentelles blanches, foncent l'épée à la main, suent à l'ennemi, véritable folie face aux Anglais de Cumberland et des Hollandais de Waldeck. Louis XV décida que le village de Fontenoy servirait de pivot et fait positionner les 4 derniers canons face aux Anglais. Écoutons le dauphin. Le roi ne put jamais faire revenir au combat les fuyards. Pendant cette retraite qui lui perçait le cœur, son visage ne changea pas et il donna ses ordres avec tranquillité. Le roi consulta sans protocole Richelieu et Biron. Le duc de Richelieu s'adressait au roi, l'épée dégainée à la main. Le roi donna l'ordre à Montesson de faire charger sa maison, dont il connaissait l'héroïsme, et on passa à 14 heures d'une attitude défensive à celle de l'offensive. L'audace du roi montrait l'extrême maîtrise de la situation. La colonne anglaise s'arrête, pendant que dans une furie extraordinaire, les uniformes chamarrés de la maison du roi chargent, épée en avant. Alors tandis que les tambours du roi commencent à battre la charge définitive du reste de la gendarmerie écossaise, anglo-catholique et les chevaux légers, les Anglais fléchissent. La maison du roi crée le trouble en faisant de lourdes pertes aux habits rouges. Le roi retint le dauphin, bouillant d'aller en découdre. Des grands noms sont tombés comme Gramont, Courtène ou Brown, tandis que les Light Guards, dit les Blues, essaient de maintenir les arrières anglais dans ce choc terrible. Il est 18 heures. Et soudain, monte une clameur en gaélique des rangs français. Ce sont les Irlandais qui craignent de ne pas avoir leur part d'anglais. Ils veulent se venger des humiliations et des crimes sauvages des Godons à Limerick. Certains philosophes comme Montesquieu admiraient le libéralisme anglais, sans voir la misère ouvrière terrible et les sanglantes répressions qui en découlaient. Le Parlement britannique avait avalisé les horribles boucheries de femmes et d'enfants des soudards de Guillaume III. Au cri de « Souvenez-vous de Limerick », les Irlandais se ruent sur les Anglais à l'arme blanche. Les Burke Sullivan, O'Neill, Wells Serra, Hennessy et tant d'autres noms traversent les fanfans la tulipe, stupéfaits devant les visages terrorisés des Britanniques qui les voyant approcher. Un corps à corps atroce s'ensuivit, où seule la vengeance donnait le ton. Pour les Irlandais, seule l'arme blanche symbolisait la noblesse dans le combat. On était loin du messieurs des Anglais tirés les premiers. Le colonel chevalier Dillon restera sur le champ de bataille avec 58 autres officiers irlandais dans une victoire complète malgré de lourdes pertes. En 1907, l'Irlande fera ériger une immense croix pour commémorer ce 11 mai 1745. La vengeance irlandaise face à la félonie anglaise du traité de Limerick. De Saxe réapparut pour laisser les restes de l'armée anglo-hollandaise se retirer tranquillement. Les soldats français jetèrent leurs tricornes en l'air en lançant le cri de ralliement « Vive le roi !» Tandis que le roi, tourné vers son fils, dit « Voyez ce qu'il en coûte à un bon cœur de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire est de l'épargner. » Il ordonna alors de soigner tous les blessés du champ de bataille en y adjoignant son propre médecin, la Perronnerie. Qu'ils soient anglais, essois, hanovriens, hollandais, français, tous doivent être soignés avec la même sollicitude. Aucun despote éclairé d'Europe, ni parlement libéral, ne raisonnait en Européen comme Louis XV, roi très chrétien devant ce champ de bataille. Ces paroles frappèrent l'opinion internationale, et l'on vit le roi se déplacer dans les rangs avec un sang-froid surprenant, encourager les hommes et les visiter. On ouvrit les hôpitaux de Douai, Valenciennes, Lille et Cambrai. On fit le siège de Tournai et la ville se rendit le 20 juin. Louis XV, d'après une relation imprimée à Amsterdam, prit les femmes et les enfants sous sa protection et les mit en sûreté à Oudenarde. Ce texte disait « Ces innocentes créatures y allèrent comme autant de trompettes qui publiaient la gloire, la bonté et la clémence du vainqueur.
Cet acte grandissait le roi aux yeux de l'Europe à l'image du souvenir de Saint-Louis. Ces paroles frappèrent l'opinion internationale. Elles embrassaient la communauté européenne dans une réalité qui dépassait déjà les notions de vainqueur et de vaincu. Quelle leçon pour le dauphin, disait Del Perugia dans son Louis XV. Écoutons le témoignage de Barbier. Le roi a donné ordre sur le champ de bataille qu'on eût grand soin des blessés. La présence du roi qui allait dans tous les rangs avec un sang-froid surprenant pour animer les troupes a beaucoup contribué au gain de cette bataille qui est très importante et infiniment glorieuse pour le roi étant sa première. Le prince de Soubise, le duc de Richelieu, le duc d'Aumont, de Boufflers et tous les seigneurs et officiers généraux ont fait des prodiges. Le duc de Biron a eu 5 chevaux tués sous lui. La maison du roi a fait des miracles, et l'on dit qu'on lui doit la réussite. Elle en voulait aux Anglais depuis la malheureuse affaire de Dettingen, car plus des 3/4 des morts ou blessés sont anglais. Quand il entra dans Paris, en évitant les fastes voulus par les parlementaires, faisant payer les factures au peuple, ces hypocrisies bourgeoises le dérangeaient, car les corps de métier étaient encore endettés. Il pénétra sobrement en carrosse, accueilli par le peuple de Paris, et entra dans Notre-Dame pour remercier Dieu de la victoire. Un Tédéum retentit sous les drapeaux aux couleurs multiples prises à l'ennemi. Nous ne pouvons décrire ici la liesse populaire qui l'accueillit à la sortie de la messe avec les dames des Halles, car aucun écrit ne peut représenter l'atmosphère et la joie populaire ressentie des Halles avec leur roi. À Metz, Louis XV gagnait le titre de bien-aimé du peuple, comme Voltaire vieillissant le considérera toujours. À Fontenoy, c'est l'Europe qui l'aima pour des sentiments dont elle reconnaissait les sources vives. Louis XV dévaluait les doctrines nouvelles qui ne représentaient qu'un retour en arrière vers le paganisme, selon Del Perugia. Les soldats qui le virent pleurant sur les lauriers de Fontenoy, parcourant les hôpitaux, consolant les blessés, s'écriant au milieu de ces tristes victimes de la victoire, anglais, français, ennemis, sujets, que tous soient également traités, ils sont tous des hommes. Une décision de l'Académie française, signée plus tard par d'Alembert, demandera la publication de ce discours. Les victoires s'égrèneront, comme Bruges, Gand ou Denard, de Termonde, Ostende. Nous sommes loin des guerres d'enfer et massacres en masse des populations civiles que nos sociétés dites évoluées et démocratiques sont capables d'infliger. Il serait long d'énumérer les multiples invasions du territoire depuis que les rois s'en sont allés, mais dans la vieille église, au bord de la plaine ondulant de Sedan à Waterloo, se cache aujourd'hui encore le monument que Louis XV a voulu y laisser. Une statue de la Vierge tenant son fils porteur du globe terrestre. Sur le socle brille l'inscription dorée « Don du roi Louis XV ». Louis XV vivait alors sans faste ni dépense en rapport à certains qui l'entouraient. Certes, il y eut des mauvais et des moins bons. Mais au-delà des abus et vices qui touchent la faible nature humaine, regardons l'œuvre générale qu'ils ont laissée. À l'heure des scandales incessants qui nous rongent, d'un système que plus rien d'humain ne touche, des catastrophes et misères connues et à venir, n'est-il pas souhaitable de retrouver dans une famille liée à notre peuple, par l'histoire commune, le soin de conduire notre destinée ? Souhaitons alors être guidés par un grand homme, comme le furent nos Capétiens, et non comme les voleurs d'une république qui, devant les dangers, fuient vers l'étranger. Comprenez combien la Révolution et la République vous ont menti. Le règne de l'usure et de l'argent dirige la République aux ordres du nouvel ordre mondial. Aucun régime n'est idéal. La leçon de Louis XV fut ce jour celle des grands chefs d'État. Il ne tient qu'à vous de le découvrir, en cherchant au fond de vous-même ce qui fit de vos ancêtres des hommes qui jetaient leurs tricornes dans les airs en s'époumonnant du vive le roi, traversant les siècles. Car comme disait Marcel Julien, peuple et roi sont de droit divin. Libérez-vous et brisez vos chaînes. Vous comprendrez alors que seul un roi ouvre la voie de l'humanisme. Pour terminer, prenons cette citation d'Anatole France. « Voyez, je suis vieille, mais je suis belle. Mes enfants pieux ont brodé sur ma robe des tours, des clochers, des pignons dentelés et des beffrois. Ils passent, mais je reste. Je suis leur mémoire. Regardez cette fontaine, cet hôpital, ce marché que les pères ont légué à leurs fils. Travaillez pour vos enfants, comme vos aïeux ont travaillé pour vous. Chacune de mes pierres vous apporte un bienfait et vous enseigne un devoir. Notre jour viendra.